à propos, les podcasts du CECA. Un nouveau format pour vous accompagner dans vos pratiques professionnelles au quotidien. Ce numéro est consacré aux droits fondamentaux et libertés individuelles, des critères impératifs de l'évaluation en ESSMS. Il a été conçu et écrit par Martine Jourdain-Bernard pour le CECA. Bonne écoute! Bonjour, bienvenue dans ce podcast de la série sur les critères impératifs du manuel d'évaluation, publié par la Haute Autorité de Santé en 2022 et qui inclut donc l'ensemble des établissements et services sociaux et médico-sociaux. L'objectif ici, c'est de faciliter la lecture et la compréhension de ces critères, d'une part pour vous préparer à la visite d'évaluation et d'autre part pour structurer votre démarche qualité ou d'amélioration continue. Il sera question de 5 critères impératifs, donc dans ce chapitre 2, qui sont tous relatifs à l'exercice des droits fondamentaux et des libertés individuelles de la personne accompagnée, soit 5 critères. Je les ai regroupés dans un seul podcast, puisque ce qui les relie, c'est que ce sont des droits et des libertés qui sont déjà présents dans la loi de 2002. Je vous invite à regarder l'ensemble des critères à l'aune du 226, qui est considéré, que je considère comme un critère un peu chapeau qui va venir être décliné par d'autres critères. Donc le 226, qu'est-ce qu'il nous dit ? L'établissement ou le service favorise l'exercice des droits et libertés de la personne accompagnée. Est-ce que c'est vraiment nouveau tout cela ? Eh bien non, comme je vous l'ai dit, déjà la charte de la personne accompagnée, des droits et des libertés de la personne accueillie, était présente dès 2002 et puis 2003 dans le décret. Là, il était demandé aux structures d'une part d'afficher la charte en question et d'autre part d'afficher la liste départementale des personnes qualifiées qui peuvent être considérées comme des voies de recours ou de médiation et donc qui devaient figurer en bonne place dans toutes les structures. Dès lors, en 2022, l'année dernière, qu'est-ce qui a amené le référentiel de la HAS ? Eh bien, au-delà de cet affichage obligatoire, je pense qu'on peut dire que le référentiel demande que ces droits et ces libertés soient déclinés dans des documents cadrants qui vont pouvoir être observés par les évaluateurs. D'autre part, que ces critères soient rendus quelque peu tangibles, c'est-à-dire que les évaluateurs vont pouvoir constater que les professionnels les mettent en pratique. Et enfin, que l'organisation soit réalisée par un organisme extérieur qui soit soumis à des règles communes et des méthodes, elles aussi publiées par la HAS. Et donc, que nous demande ce référentiel ? Eh bien, d'une part, que ces droits et libertés fassent l'objet de retranscription, de traduction ou encore de déclinaison dans des documents que j'appelle cadrans et que vous connaissez aussi puisqu'ils font partie de ces outils de la loi 2002. Le premier, le projet d'établissement que vous connaissez bien et qui là va devoir nous donner des indications sur la manière dont la structure entend porter ces droits et ces libertés. Le deuxième document cadrant où on va retrouver ces principes, c'est le règlement de fonctionnement. Ça va être aussi le contrat de séjour ou le DIPC, le document individuel de prise en charge, qui va se substituer au contrat lorsqu'il n'y en a pas. Enfin, c'est le livret d'accueil qui là aussi décrit les conditions d'accueil de la personne. Tout cela, c'est important que les documents soient adaptés et rédigés de façon à ce qu'ils soient compréhensibles et intelligibles par le public accueilli. D'autre part, le référentiel revient sur la nécessité que ces droits et ces libertés se traduisent dans les pratiques. Alors, qu'est-ce que ça suppose en amont au sein de votre structure ? Tout d'abord, je pense qu'il est important de réaliser un travail au sein de l'institution de décortiquage des principes et des droits pour voir à quoi ils correspondent sur le terrain, pour en avoir une compréhension commune dans chaque structure, éventuellement de repérer les conflits ou les points de friction entre différents principes ou différentes valeurs. L'exemple souvent donné est le conflit qui peut exister entre la liberté d'aller et de venir et d'autre part le droit à la sécurité. Pour que les professionnels connaissent la conduite à tenir, il est important que le sujet soit abordé de façon collective au sein de l'institution. D'autre part, cela suppose une formalisation de documents institutionnels qu'on a déjà cités. Cela suppose également une sensibilisation et une formation des professionnels sur ces droits et libertés, qu'ils sachent de quoi on parle. Je pense en particulier à l'intégration des nouveaux arrivés. Il s'agit bien que cela fasse partie des pratiques professionnelles dès les premières semaines ou les premiers mois de la prise de poste. Cela suppose aussi de la part de la structure, si on veut respecter ces critères et ces droits fondamentaux, que les personnes accompagnées soient informées sur leurs droits et qu'elles soient aussi invitées à participer à la révision lorsque les documents institutionnels sont révisés. Enfin, cela suppose de la part des structures que le Conseil de la vie sociale soit organisé et structuré
Ça, ce n'est pas une nouveauté non plus, mais ce qui est nouveau, c'est qu'on a donc le décret qui est applicable au 1er janvier 2023. Sur quel point le référentiel insiste, et donc sur lequel je veux revenir brièvement avec vous, c'est sur la nécessité de communiquer de façon claire et adaptée. Et c'est sûr que quand on remonte à il y a 20 ans, on ne parlait pas forcément de facile à lire et à comprendre, mais aujourd'hui le FAL qui est à votre disposition est vraiment un moyen de faire en sorte que les personnes accueillies accèdent et comprennent les différents documents. On peut aussi utiliser bien entendu les pictogrammes et les visuels qui sont à notre disposition. Autre point sur lequel le référentiel met les choses noir sur blanc, c'est que non seulement les professionnels doivent connaître les pratiques qui favorisent le respect, par exemple, de la dignité et de l'intégrité, qu'ils les mettent en pratique, mais aussi qu'ils partagent entre eux ces pratiques. Et là, on voit bien que la dimension collective est mise en avant. Donc ce qui est nouveau aussi pour les organismes d'évaluation, c'est que les évaluateurs vont utiliser des méthodes qui sont définies par l'HAS, ils n'ont pas le choix de ces méthodes, et en définitive, elles regroupent trois moyens qui sont la consultation documentaire, les entretiens et enfin les observations. En plus de ces 3 méthodes, il est bien précisé que les évaluateurs devront s'entretenir avec le Conseil de la vie sociale de façon à vérifier la bonne mise en pratique de ces droits et libertés. Donc on n'a pas encore parlé véritablement des droits et des libertés dont il est question dans ces critères impératifs. Sachez que certains critères non impératifs, donc qui sont standards, sont cités au cours du référentiel, notamment le droit à un espace de vie privée qui soit respectueux des droits fondamentaux et qui peut être personnalisé par la personne, le droit à être informé sur le rôle des professionnels, le droit aux informations relatives à son accompagnement, etc. Donc, si on revient sur les critères impératifs eux-mêmes et les droits qui sont cités dans ces critères, je vais vous les citer et revenir sur les pratiques que vous pouvez démontrer ou mettre en avant lors d'une évaluation. Le premier critère impératif dont il est question, c'est le 2.2.1, où les professionnels soutiennent la liberté d'aller et de venir de la personne accompagnée. Je pense que ce qui est important de comprendre, c'est que ce que souhaite le référentiel ou l'HAS, c'est bien repréciser que la liberté reste le principe, la liberté d'aller et de venir comme on le souhaite. Simplement, il faut bien comprendre que les restrictions à la liberté parfois sont nécessaires, mais qu'elles doivent être encadrées par une évaluation en équipe, par une traçabilité de cette décision et enfin qu'elles doivent être révisées périodiquement, ce qui suppose en définitive d'avoir une procédure pour limiter cette liberté, par exemple une procédure qui définit dans quel cas on va pouvoir recourir à la contention. Autre critère sur lequel le référentiel revient, c'est le 2.2.2 qui dit « Les professionnels respectent la dignité et l'intégrité de la personne accompagnée ». Vous trouverez des définitions de ces termes dans les fiches de la FORAP, je ne reviens pas dessus. Simplement, au niveau de la pratique, on peut penser que les professionnels respecteront cette dignité, cette intégrité au niveau de la parole, le tutoiement, la manière de s'adresser à la personne accompagnée, mais aussi par leurs gestes, douceur, brusquerie, faire ou ne pas faire à la place d'eux, ne pas dire, ne pas s'exprimer à la place d'eux. Donc tout cela, les évaluateurs vont s'en apercevoir et attribuer en définitive une cotation par des entretiens et par de l'observation. Critère 2.2.3, c'est celui qui dit que les professionnels respectent la vie privée et l'intimité de la personne accompagnée. Donc là, si on réfléchit à des pratiques qui seraient respectueuses de ces principes, on peut penser qu'on doit avoir des locaux avec des pièces où les échanges permettent la confidentialité. Donc une porte qui ferme, demander aux autres usagers ou professionnels de quitter la pièce si on est sur un entretien individuel, mais aussi le fait de ne pas dévoiler certaines informations aux proches sur les orientations sexuelles ou sur des épisodes de vie intime. Enfin, les évaluateurs peuvent aussi observer sur la manière dont les professionnels pratiquent pour entrer dans une chambre, dans un domicile, attendre la réponse par exemple de la personne accompagnée. De la même façon, pour la toilette qui est un moment intime, on va respecter au maximum cette liberté et ne pas être intrusif plus que de besoin. Autre critère sur lequel le référentiel se penche et donc nous dit que c'est impératif, c'est les professionnels, le 2.2.4. Les professionnels respectent la liberté d'opinion, les croyances et la vie spirituelle de la personne accompagnée. Le point de vigilance sur lequel j'attire votre attention est que les croyances et les cultes sont bien au pluriel dans ce texte comme dans la charte qu'on a citée tout à l'heure. Et donc je pense que là nous sommes invités à favoriser ou en tout cas à rendre possible les différents cultes au pluriel. Et ce qui est important aussi, c'est que l'information
qui doit être procuré aux usagers, aux personnes accueillies, doit être clair et intelligible par elles. Donc nous avons passé en revue ces différents critères, nous avons vu qu'ils n'apportaient pas forcément sur le fond des nouvelles libertés ou des nouveaux droits, mais que les évaluateurs vont davantage chercher à rendre les choses tangibles et à vérifier qu'elles font partie des pratiques professionnelles. Donc en conclusion, je dirais que les attendus vont peut-être demander un effort pour préciser ou formaliser certaines intentions qui étaient déjà présentes dans les structures, peut-être pour former et sensibiliser des professionnels, pourquoi pas les nouveaux, et pour faire passer, entre guillemets, ces droits et libertés dans des pratiques, si ce n'est pas encore le cas. Ou éventuellement pour nommer des pratiques qui ont déjà cours, mais où les professionnels n'ont pas forcément mis l'étiquette qui est citée dans le référentiel. Enfin, j'ajouterai un dernier point d'intérêt, c'est que garantir les libertés et les droits ne peut se faire sans lien avec la bientraitance et l'éthique, qui est une autre thématique du référentiel. On voit bien que les droits et les libertés sont liés à notre condition d'être humain, d'individu, de citoyen. La spécificité dans notre secteur, c'est que la vulnérabilité des personnes accompagnées et le fait d'être accompagné en structure, eh bien, pour être garantis, ces droits et ces libertés doivent faire l'objet de réflexions institutionnelles et de partage entre professionnels. Donc le défi pour nous et pour vous, les structures, c'est sans doute que ces attendus liés aux critères impératifs demandent de la rigueur et obligent à un dialogue interdisciplinaire accru. Je vous remercie pour votre attention. C'était CECA Propos, les podcasts du CECA. Ce podcast fait partie d'une série à retrouver sur ceca.fr. Et pour aller plus loin sur le sujet, retrouvez les fiches mémo des critères impératifs sur notre site. Alors à bientôt!